Dans les années 60, dans la ville de New York, aux États-Unis, les 5 familles de la Cosa Nostra tiennent la ville comme une forteresse invisible. Les Genovese, froidement organisés, étendent leur réseau dans les finances et les affaires politiques. Les Gambino dominent les ports et les docks, faisant passer leurs soldats pour des hommes ordinaires. Les Lucchese, plus discrets, règnent sur les syndicats et les transports. Les Bonanno, fragilisés par les luttes internes, commencent à montrer leurs failles. Et puis les Colombo, moins puissants, minés par les trahisons. Ils sont la famille la plus instable, celle où les alliances se font et se défont, celle où la survie passe par la loi du plus fort. C'est là qu'un homme allait apparaître, un visage dur, un regard de tueur. Son nom allait semer la terreur autant dans la rue que dans son propre camp. Bonjour à toi, je suis Azazel. Aujourd'hui, dans cette vidéo hors série, je vais t'emmener au cœur d'une organisation où le crime est une tradition. Je vais te raconter l'histoire terrifiante, mais réelle, d'un homme qui fut à la fois un soldat de la Cosa Nostra et le visage de la faucheuse. Gregory Scarpa, aussi surnommé The Grim Reaper. Notre histoire commence le 8 mai 1928, dans le quartier de Bensonhurst, à New York, aux États-Unis. Gregory Scarpa naît dans une famille italienne modeste. Son père, Salvatore, est un homme de devoir, attaché à la valeur du travail. Sa mère, Mary Lombardo, incarne la figure classique de la mère italo-américaine, catholique, dévouée, présente pour maintenir l'équilibre du foyer. Les Scarpa ne sont pas riches, mais ils ont la fierté des immigrés qui souhaitent offrir une vie stable à leurs enfants. Dans cette maison animée, les enfants sont nombreux. Gregory grandit entouré de frères et sœurs qui, pour la plupart, acceptent l'idée d'une vie simple. Mais lui, très tôt, montre un autre visage. Là où son père répète que le travail et l'honnêteté sont les seules routes possibles, Gregory ne voit que la fatigue et la médiocrité. Il ne veut pas être un homme ordinaire, il veut être craint. Les rues de Bensonhurst lui offrent un autre modèle. Ces hommes aux costumes parfaits qui traversent le quartier comme s'ils le possédaient. Ils ne semblent jamais manquer d'argent, ils sont respectés par tous et leurs noms circulent à voix basse. Ce sont les soldats des familles. Pour le jeune Gregory, ils incarnent la véritable ascension. Très vite, il s'éloigne de la vie que ses parents espèrent pour lui. Aux côtés de son frère Salvatore, il se lance dans des escroqueries de rue, des jeux de cartes truqués, des petits rackets, des vols. Il démarche les commerçants en promettant une protection qui n'est autre que de l'intimidation. Gregory se distingue par son calme. Là où d'autres jeunes tremblent, lui reste de marbre, capable de fixer ses victimes jusqu'à les briser. Cette réputation grandit. Les autres gamins du quartier le regardent avec crainte. Certains l'évitent, d'autres le suivent. Gregory apprend très tôt que la violence ou la menace peuvent ouvrir des portes que le travail ne franchira jamais. Il se forge une image, celle d'un jeune homme qui n'a pas besoin de crier pour être entendu, qui n'a pas besoin de frapper pour être craint. Derrière les réunions de famille, les messes du dimanche et les rituels catholiques, Gregory trace déjà une autre route. Une route qui ne le conduira pas vers l'honnêteté, mais vers les couloirs sombres de la mafia. Dans les rues de Brooklyn, on commence à reconnaître son regard, celui d'un jeune homme qui ne revient jamais en arrière une fois qu'il a fait un choix. Nous sommes en 1950 à New York. La ville est aux mains des 5 familles. Les Genovese, avec le boss Vito Genovese en coulisses, dirigent une organisation aussi silencieuse que redoutable. Dans leur rang, les soldats ne parlent pas. Les capots ne laissent rien filtrer. Tout est ordonné, vertical, glacial. Les Gambino, sous la coupe de Albert Anastasia, puis de Carlo Gambino, imposent leurs lois sur les docks et les contrats.
Une famille militaire dirigée comme une armée. Les soldats exécutent, les capitaines coordonnent. Les Lucchese, fins stratèges, infiltrent les transports et les syndicats. Avec le boss, Tommy Lucchese, ils préfèrent la négociation au bruit, mais savent revenir à la force si nécessaire. Les Bonanno, déjà en proie à des tensions internes, commencent à se fissurer, malgré la présence de Joe Bonanno, le parrain historique, qui lutte pour garder le contrôle. Et puis, il y a les Profaci. À leur tête, Joseph Profaci, parrain traditionnel, homme de foi, rigoureux, dévot et impitoyable. Sa famille s'étend sur Brooklyn, Long Island et certaines parties du New Jersey. L'organigramme est classique. On a le boss, son underboss, Joseph Magliocco, des capots locaux et en bas de l'échelle, des soldats qui espèrent gravir les marches. La famille Profaci deviendra plus tard la famille Colombo, mais pour l'instant, elle porte encore le nom de son fondateur. C'est dans ce climat que Gregory Scarpa émerge. En 1950, il a 22 ans. Il n'est pas encore initié, mais il est déjà utilisé par certains capots pour des missions qui exigent discrétion et détermination. Il n'est pas vu comme un excité, il est vu comme un homme qui ne brûle pas les étapes. Froid, fiable, calme. Il règle des problèmes. Il fait taire les doutes. Il ne laisse pas de traces. L'année 1953 marque une frontière. À 25 ans, Gregory a fait ses preuves. Il est temps pour lui d'entrer pleinement dans la famille. Mais pour cela, il doit accomplir le rite. Dans la Cosa Nostra, on ne devient pas initié par sympathie ou recommandation. On y entre par l'action. Une seule, irréversible. Sa cible, Joseph Joe DeSantis, un associé dont la loyauté est remise en question. Il aurait fait une erreur ou parlé à qui il ne fallait pas. L'ordre vient d'en haut, il doit disparaître. La tâche est confiée à Gregory Scarpa. Pas par hasard, c'est un test. Pas un test d'habileté, mais de silence, d'obéissance, de fidélité absolue. Une nuit de mai 1953, dans un coin sombre de Brooklyn, la tension s'épaissit. Gregory n'a pas besoin d'être accompagné. Il sait exactement ce qu'il doit faire. Joe DeSantis ne voit pas la menace arriver. Il est rapidement neutralisé. Le message est passé. Dans ce monde, la faute ne se discute pas. Elle se répare définitivement. Quelques jours plus tard, dans l'arrière-salle d'un restaurant italien, à l'écart du bruit, Gregory est invité à prendre place autour d'une table. Un saint est placé devant lui. On lui demande de tenir une image religieuse dans sa main, de prononcer un serment, puis l'image est enflammée et brûle dans sa paume. On lui dit que si un jour il trahit la famille, son âme finira comme ce saint. Il répète les mots, il ne tremble pas, il n'hésite pas. À cet instant, Gregory Scarpa n'est plus un simple associé, il fait partie de la famille. Il porte le sceau du clan, la confiance du parrain et l'accès à un monde où la loyauté est absolue et où le prix de l'échec est connu de tous. Après son intronisation, Gregory Scarpa n'est plus un jeune homme ambitieux. Il est devenu une arme. Dans la famille Profaci, tout le monde le sait. Pour être respecté, il faut inspirer la peur. Gregory n'a pas besoin de l'apprendre. Il le maîtrise déjà. Son travail est clair. Collecter, faire plier, éteindre les résistances. L'organigramme de la famille lui sert de cadre. En haut, le boss Joseph Profaci. Juste en dessous, l'underboss Joseph Magliocco. Des capots qui supervisent les quartiers. Et en bas, les soldats comme lui. Mais Gregory se distingue. Il est plus qu'un soldat. Il est celui que l'on envoie quand on veut être sûr que l'histoire ne se répétera pas. La première scène. Un débiteur qui refusait de payer, caché dans une chambre du New Jersey. Gregory entre à la nuit tombée. Une lumière faible coupe la pièce en deux. Il ne parle pas. Il s'assoit en face de l'homme, lui laisse le temps de comprendre qu'il n'a plus le choix. Les voisins n'entendent rien. Le lendemain, l'homme apparaît au restaurant du quartier, une enveloppe à la main, le visage cendré. Il ne dira jamais ce qu'il a vu cette nuit-là. Deuxième scène. Un petit patron de bar à Brooklyn qui se vantait d'échapper à la taxe. Gregory ne lève pas la voix, il ne lève pas la main. Il vient, chaque jour, s'installe à une table, boit son café et fixe le patron. Il ne sourit pas, il ne discute pas.
Le 3e jour, le bar est vide. Le 4e, le patron vient de lui-même offrir l'argent. 3e scène, un homme qui avait raconté trop d'histoires dans un bar du Queens, des histoires qui ne devaient pas sortir. 2 semaines plus tard, il disparaît. Sa chaise au restaurant du quartier reste vide. Personne ne pose de questions, mais chacun comprend le message. Grégory ne frappe pas avec bruit, il ne laisse pas de décoration. Il laisse des espaces vides, des trous dans les rues, des visages qui changent. C'est ce qui le rend terrifiant, l'idée qu'il peut être partout, qu'il vous regarde, qu'il ne dit rien, mais qu'il sait. Ce n'est plus un simple collecteur, c'est une ombre, une présence qui grandit, qui s'impose, qui semble préparer quelque chose de plus grand. À l'intérieur même de la famille Profaci, les soldats le regardent déjà autrement. Certains le respectent, d'autres le craignent. Tous savent que lorsqu'il apparaît, les choses changent. L'homme qui n'était qu'un soldat commence à prendre les attributs d'un prédateur. Et dans les arrière-salles, un surnom apparaît, The Grim Reaper, ou le Faucheur en français. Le temps passe, mais la réputation de Grégory ne faiblit pas. En surface, il reste discret, sans fanfare, sans éclat. Mais dans les bas-fonds de Brooklyn, son nom continue de grandir. Une nuit d'hiver, avant un braquage qui changera sa vie, le corps d'un homme est retrouvé dans une ruelle déserte de Crown Heights. Personne ne sait ce qu'il avait fait, mais le message est clair. Les policiers parlent d'une exécution propre. Les habitués du milieu ne posent pas de questions. L'homme avait été vu quelques jours plus tôt en train de marcher avec Grégory. C'est suffisant. On déduit, on se tait, on écoute. Dans le calme glacé de la famille Profaci, le faucheur continue d'avancer. Mais en 1962, tout bascule. Cette année-là, Grégory participe à un braquage mal calculé dans le comté de Nassau. L'opération est simple. Un vol de trésorerie dans une petite banque de quartier. Pas de risque en théorie, mais le plan tourne mal. Une patrouille passe par là, l'alarme ne s'éteint pas comme prévu, et les fuyards se dispersent. Grégory est intercepté 2 jours plus tard dans un appartement loué sous un faux nom. Il est en possession d'une partie des billets marqués et le lien avec le braquage est rapidement établi. Arrêté, incarcéré, il risque gros. Très gros. À l'époque, le système de plaidoirie n'est pas aussi flexible qu'aujourd'hui. Pour un homme de la Cosa Nostra, faire face à la justice, c'est l'option la plus dangereuse. Car un procès, c'est un risque d'exposer les autres. Et la famille ne protège pas toujours ceux qui peuvent mettre les siens en danger. Alors, quand les agents du FBI entrent dans sa cellule avec une proposition, Grégory écoute. Ce qu'il lui offre, c'est une porte de sortie, une chance de réduire sa peine. En échange, il faut donner des informations. Petites d'abord, des noms, des habitudes, des détails. Il accepte. À partir de là, sa vie entre dans une nouvelle dimension. Il devient informateur. Mais personne ne le sait. Il continue son travail pour la famille. Il continue à intimider, à corrompre, à éliminer. Mais dans l'ombre, il fournit aussi des informations aux autorités fédérales. Une double vie commence, et personne, pas même ses proches, ne devine l'étendue du jeu qu'il est en train de mettre en place. Dans les rues, il reste le faucheur. Dans les couloirs fédéraux, il devient un allié précieux. Mais ce mélange ne peut pas durer sans danger. Et pour Grégory, ce danger n'est pas qu'extérieur. Il est aussi en lui. Un homme qui marche sur 2 lignes ne tient que par l'équilibre, et l'équilibre ne tient que tant que personne ne regarde trop près. Très peu savent ce qui s'est réellement joué après le braquage de 1962. Grégory est arrêté, mais il ne fait pas un seul jour de prison. Il échappe aux poursuites comme par miracle. Pour la famille, il y a quelque chose qui ne colle pas, mais personne ne pose de questions. Derrière ce sursaut de chance se cache en réalité un pacte. Grégory accepte de devenir informateur pour le FBI, sous la supervision d'un agent nommé Roy Cullen. Ce n'est pas un arrangement ordinaire. Grégory ne donne pas des noms en vrac. Il livre des informations ciblées. Des informations qui ne mettent pas en danger sa position, ni celle de ses protecteurs dans la famille. Mais en échange, il bénéficie d'une protection inégalée. C'est un jeu dangereux, un équilibre fragile entre 2 mondes, qui ne pardonne pas la trahison. En 1964, cette double vie prend une tournure inattendue. Cette année-là, dans l'État du Mississippi, 3 militants pour les droits civiques, James Chaney, Andrew Goodman et Michael Schwerner, disparaissent après avoir été arrêtés par la police locale.
Officiellement, l'enquête est menée par le FBI, mais selon plusieurs sources non confirmées publiquement, l'agence aurait fait appel à un homme en dehors des procédures. Un homme capable d'obtenir des aveux là où les méthodes officielles échouent. Ce nom, qui circule en marge des rapports, est celui de Gregory Scarpa. Il aurait été envoyé dans le sud sous couverture pour faire parler un membre du Ku Klux Klan lié à l'affaire. Aucun document officiel ne le confirme, mais la rumeur est là. Les aveux arrivent juste après son passage, et les corps sont retrouvés peu après. Cette opération marque un tournant. Gregory n'est plus un simple indique, il devient un outil officieux pour le gouvernement. Une arme hors la loi, utilisée contre d'autres ennemis hors la loi. Cette même année, un événement majeur bouleverse l'équilibre de la famille. Le parrain historique Joseph Profaci décède. C'est un homme de l'ombre qui prend le pouvoir, Joseph Colombo. En prenant la tête de la famille, il en change aussi le nom. À partir de 1964, la famille Profaci devient officiellement la famille Colombo. Une nouvelle ère s'ouvre et Gregory est déjà en train de s'y installer. Très vite après le changement de nom de la famille en 1964, Gregory commence à prendre de l'épaisseur dans les rangs de la Cosa Nostra. Il est respecté, craint, utilisé par les hauts placés de la famille Colombo pour des tâches que peu d'hommes peuvent accomplir. Mais ce que personne ne sait, c'est que dans le même temps, Gregory poursuit sa collaboration avec le FBI. 2 carrières, 2 mondes, un seul homme. En 1965, il commence à monter dans la hiérarchie interne de la famille Colombo. Il n'est plus un simple soldat, il supervise désormais un petit groupe d'hommes, une équipe discrète qui s'occupe de collecte, d'extorsion et d'avertissement. Il rapporte à un capot de Brooklyn qui le tient en haute estime. Parallèlement, il rencontre régulièrement son agent de référence au FBI, qui change au fil du temps, mais maintient une ligne directe avec lui. Les informations qu'il fournit sont toujours calculées. Il donne des noms secondaires, des opérations qui ne mettent pas en danger sa propre position, ni celle de ses alliés. Cette stratégie lui permet de se maintenir en liberté, tout en renforçant sa position dans le crime organisé. En 1968, il participe au nettoyage d'un réseau d'usuriers qui avait empiété sur le territoire Colombo. 4 hommes disparaissent en 4 semaines. Aucun corps, aucun procès. Mais le message est clair. Cette même année, le FBI classe Gregory Scarpa comme actif de haut niveau dans son système de surveillance. Il bénéficie alors d'une protection discrète en cas d'interpellation. Plus tard, en 1970, il est officiellement reconnu comme capot au sein de la famille Colombo. Il dirige désormais sa propre équipe. Derrière son calme glacial, il dirige une machine froide, efficace, impitoyable et meurtrière. Il se met à fréquenter les étages supérieurs, les réunions avec les sous-chefs, les rapprochements avec d'autres familles, les affaires communes avec des éléments des familles Bonanno ou Lucchese. En 1972, le FBI lui demande des informations sur une infiltration possible de la famille Gambino dans le port de Newark. Gregory fournit des détails précis mais circulaires. L'enquête piétine, lui reste protégé. Et dans la famille, personne ne se doute de rien. Il a bâti un équilibre parfait, un masque. À l'extérieur, il est un chef respecté. À l'intérieur, il est un informateur sans visage. Cette double vie durera 2 décennies. Au début des années 80, Gregory est à l'apogée de sa puissance. Il n'est plus un simple capot, il est maintenant devenu une figure centrale de la famille Colombo. Sa structure est rodée, fermée, fondée sur la terreur et l'obéissance. Il tient plusieurs rackets dans Brooklyn, des jeux clandestins, des extorsions et des taxes prélevées sur des petites entreprises de son territoire. Son crew compte plus d'une dizaine d'hommes, tous dévoués, tous efficaces, tous au courant d'une seule règle, ne jamais douter de lui. Mais derrière cette organisation impeccable, le masque ne tombe pas. Gregory continue de travailler pour le FBI. À partir de 1980, il est placé sous la supervision d'un nouvel agent de l'antimafia, Lindley DeVecchio. Entre les 2 hommes, une relation se tisse, plus problématique encore que celle avec Roy Cullen. DeVecchio ne se contente pas de recevoir des informations, il devient une source de protection active. Il alerte Scarpa sur les enquêtes en cours. Il lui indique quand changer de ligne, quand éviter certaines rencontres.
Certains diront plus tard qu'il l'a même laissé agir pour ne pas brûler une source aussi utile. Dans la famille Colombo, personne ne remet en question son statut. Il est craint, entendu, laissé en paix. Dans les années 82 à 86, plusieurs hommes disparaissent dans les quartiers où Grégory exerce son contrôle. Des indicateurs, des débiteurs, des hommes qui avaient parlé. Les dossiers sont secs, aucune trace, pas de corps, pas d'arrestation. Pendant ce temps, le FBI continue de fermer les yeux. Les rapports de l'agent Devecchio sont étrangement laconiques. Et pour cause, il est en train de construire autour de Grégory Scarpa un bouclier dont peu d'hommes de la Cosa Nostra ont jamais bénéficié. Au milieu des années 80, Grégory Scarpa est un homme au sommet de sa puissance. Il maintient autour de lui une atmosphère de terreur qui suffit à dissuader les plus hardis. Dans les arrière-salles des restaurants de Brooklyn, on n'ose plus prononcer son nom. Ceux qui l'ont vu à l'œuvre savent que son calme cache un niveau de détermination rare. Une capacité à prendre des décisions froides, sans une trace d'hésitation. En surface, tout semble contrôlé. En profondeur, pourtant, une faille apparaît. En 1986, Grégory subit une intervention médicale, suite à un ulcère grave. À l'hôpital, il reçoit une transfusion sanguine. Ce détail sera passé sous silence pendant des années. Mais dans son corps, quelque chose change. Il avait été contaminé par le VIH. Il commence à tomber malade, d'abord légèrement. Fatigue, migraine, petite fièvre. Puis les symptômes s'accentuent. Il ne comprend pas, et ses médecins non plus. On parle de complications, de système immunitaire fragile, mais lui ne dit rien. Il continue d'agir, de commander, de tuer. En parallèle, sa relation avec l'agent Lindley Devecchio devient plus fusionnelle. Plus risqué aussi. En 1987, selon des informations internes, Devecchio fournit à Grégory une liste d'hommes considérés comme suspects de collaboration avec les autorités. Certains d'entre eux disparaissent dans les semaines qui suivent. Grégory, affaibli physiquement, mais plus dangereux que jamais, s'appuie sur cette complicité pour garder une longueur d'avance. En 1989, il subit une deuxième hospitalisation. Cette fois, son état est jugé sérieux. Mais il refuse de se montrer diminué. Il continue de se rendre à ses points de collecte, d'assister à des réunions familiales, de prendre des décisions qui coûtent la vie à certains. Pour son entourage, il reste le faucheur, mais en silence, le corps ne suit plus. La force brute qui lui avait permis de devenir une légende commence à s'éroder. Il compense par l'intelligence, par le contrôle absolu de l'information, par la terreur psychologique. Sa double vie ne fait que s'intensifier. Devant les siens, il est un patron impitoyable. Derrière le rideau, il continue de transmettre au FBI des informations choisies, préparées, inoffensives pour lui, mais utiles pour les autorités. C'est un équilibre qui ne tient qu'au millimètre, et pourtant, il tient toujours. Au début des années 90, Grégory Scarpa n'est plus l'homme qu'il était. Son visage a changé, son corps flanche, son souffle se raréfie. Les médecins lui parlent de fatigue chronique, d'un système immunitaire qui s'épuiserait. Lui ne répond rien. Il se redresse, ravale la douleur et continue. Il ne laisse rien paraître. Mais en silence, son organisme s'éteint lentement. En 1991, la tempête éclate. La famille Colombo entre en guerre contre elle-même. Victor Orena, jusqu'alors underboss, décide de prendre le pouvoir. Il rassemble ses hommes, formalise un coup de force et fait de sa défiance une déclaration de guerre. Les lignes se dessinent vite. D'un côté, les loyaux à Persico, de l'autre, les partisans d'Orena. Dans les deux camps, des armes, des hommes, des comptes à régler. Grégory Scarpa, malgré la maladie qui épuiserait n'importe quel autre, choisit son camp sans hésitation. Fidèle à Persico, il prend les commandes d'une cellule opérationnelle. Il monte des patrouilles, organise des filatures, coordonne des attaques ciblées. Il s'impose en stratège, mais aussi en homme de terrain. Il ne se cache pas derrière un bureau. Il roule lui-même, armé, à la recherche des hommes d'Orena. Ceux qui le croisaient pendant ces semaines disaient tous la même chose. Il avait maigri. Il boitait parfois légèrement, mais dans ses yeux, rien n'avait changé. Une nuit de décembre 1992, alors qu'il participe à une mission d'embuscade, une fusillade éclate dans les rues de Brooklyn. Grégory Scarpa est touché au visage. La balle ne le tue pas, mais il perd l'usage d'un œil. Il est transporté en urgence, soigné à la va-vite, puis renvoyé dans son monde.
Il ne disparaît pas. Dès les jours qui suivent, il est de retour auprès de son crew, dans un état où la plupart des hommes seraient en convalescence. Cette attaque, pourtant, marque une rupture. Elle fait tomber les derniers masques. Les hommes autour de lui commencent à voir ce qu'il ne peut plus cacher. Sa faiblesse, sa lente chute. Mais personne n'ose l'abandonner. Il reste le faucheur, il reste le chef. La guerre se poursuit jusqu'en 1993. Dans un brouhaha de traques, de véhicules civils armés, d'exécutions improvisées. Les morts s'accumulent. La police fédérale intervient tardivement, laisse les hommes s'épuiser, puis commence à fermer le filet. Victor Orena est finalement arrêté, jugé et condamné à la prison à vie. Les tensions retombent. Officiellement, la guerre est terminée, mais dans les coulisses, les dégâts sont immenses. La famille Colombo est à genoux, affaiblie, divisée, surveillée. Grégory, lui, n'a plus rien à diriger. Ses hommes sont morts, disparus, incarcérés. Il ne tient plus de territoire, ne gère plus de raquettes. Il ne fait que survivre dans une maison de Brooklyn mal entretenue, où la douleur est devenue le décor naturel. Lui qui avait été protégé par le FBI pendant des décennies, lui qui avait travaillé dans l'ombre comme un agent fantôme, n'est désormais plus qu'une épave sous haute surveillance. Le 29 janvier 1993, un mandat d'arrêt est finalisé contre Grégory Scarpa. Après des mois de guerre, de traques, les autorités décident de mettre fin à l'impunité d'un homme dont la légende était en train de dériver en fantôme. Ce n'est pas un geste spectaculaire, pas de coup de filet cinématographique, pas de menottes sur le capot. C'est un homme affaibli, rongé de l'intérieur, qui est interpellé à son domicile. Les charges sont lourdes. Extorsion, organisation de meurtre, association de malfaiteurs. Mais ce qui rend cette affaire explosive, c'est la nature de certaines pièces du dossier. Les procureurs ont en leur possession des éléments qui confirment ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps. Grégory n'a pas été seulement un capot redoutable, il a été un informateur. Et certaines de ses actions les plus brutales auraient été commises avec l'approbation tacite ou l'inaction volontaire d'un agent du FBI, Lindley DeVecchio. Pour éviter un procès long et médiatiquement dévastateur, Grégory Scarpa plaide coupable en 1993 de 3 meurtres et de plusieurs crimes liés aux rackets. L'homme n'a plus la force de se défendre. Il compte sur le temps pour l'épargner. Mais le temps ne lui appartient plus. Il est condamné à la prison à perpétuité et transféré au Federal Medical Center de Rochester, une prison hospitalière destinée aux détenus en phase terminale. Dans cet établissement froid où le silence des couloirs n'a rien à voir avec celui des rues de Brooklyn, Grégory Scarpa passe ses derniers mois. Sa santé décline à vue d'œil, les traitements sont tardifs, inefficaces et laissent entrevoir une issue inéluctable. Il est surveillé en permanence, mais plus personne ne s'en méfie vraiment. Le faucheur n'est plus que l'ombre de lui-même. Il n'a plus de crew, il n'a plus de guerre. Le 4 juin 1994, il s'éteint seul dans sa cellule médicale à l'âge de 66 ans. Après sa mort, le véritable chaos commence. Les dossiers du FBI jusqu'alors enfouis dans des coffres commencent à filtrer. Les relations troubles entre Scarpa et Lindley DeVecchio font surface. On découvre que l'agent fédéral lui aurait transmis des informations classées, qu'il aurait couvert plusieurs de ses opérations, parfois même jusqu'au meurtre. En 2006, DeVecchio est formellement accusé de complicité dans 4 homicides, tous liés à la guerre Colombo. Mais en 2007, le procès s'écroule. Le témoin principal, l'ancienne compagne de Scarpa, retire son témoignage. Les charges sont abandonnées. L'héritage de Grégory Scarpa, lui, reste figé dans l'ambiguïté. Tueur froid pour les uns, traître pour les autres, marionnette du FBI ou fausse légende instrumentalisée. Il a vécu entre deux mondes qui ne pardonnent pas, et il est mort comme il a vécu, dans le silence et la peur qu'il a laissé derrière lui. Aujourd'hui, Grégory Scarpa repose dans un cimetière de Brooklyn, enterré sous une pierre modeste, qui ne dit rien de ce qu'il était. Pas d'éloges, pas de fleurs, pas de marbre. L'homme qui avait commandé des dizaines d'hommes, supervisé des exécutions froides et vécu comme un fantôme au service de 2 maîtres, est mort comme un homme ordinaire. Mais sa mémoire, elle, ne s'est pas dissoute. Dans les tribunaux, dans les archives du FBI et dans les couloirs des familles mafieuses, son nom continue de susciter le malaise. On ne sait toujours pas exactement combien d'hommes il a fait disparaître, ni combien de fois il a trahi les siens pour sauver sa propre peau. Son fils, Grégory Scarpa Jr., tentera un temps de reprendre le flambeau, mais il finira en prison.
et sera lui aussi utilisé par les autorités pour infiltrer d'autres détenus. La lignée des Scarpa s'éteint dans les cellules et dans l'ombre des dossiers classés. Dans la culture populaire, certaines caractéristiques de Scarpa ont été réutilisées dans le personnage de Tony Soprano de la série Les Sopranos. En particulier son double jeu entre le familial et le meurtrier, entre le calme et l'impulsif. Gregory Scarpa était un homme entre deux mondes, un soldat fidèle et un traître, un tueur glacial et un homme qui soufflait la vie par le mensonge. Il a tué pour la famille et vendu la famille pour ne pas être tué. Il est l'exemple même de ce que la mafia déteste admettre, que la loyauté n'est qu'une idée pour ceux qui y croient. Si tu as aimé cette vidéo hors série sur un tueur de la mafia, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les notifications. Tu peux aussi me suivre sur mes différents réseaux sociaux pour ne rien manquer de mes actualités. Tu peux aussi cliquer sur l'une des vidéos qui s'affichent en haut de ton écran. Des histoires tout aussi froides, vertigineuses et réelles, des plongées dans l'esprit de ceux qui ont dépassé toute limite. Je suis curieux d'avoir ton avis sur cette histoire dans les commentaires de cette vidéo. Pour ma part, je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire terrifiante. À très vite dans tes cauchemars.